Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. En fait, j'ai envie de dire que je suis fatigué, mais comme à chaque fois que j'écoute un épisode, je dis que je suis fatigué et ça m'énerve, j'essaie de pas le dire, mais je l'ai un peu dit. Tu l'as un peu dit. C'est parce qu'on enregistre toujours le soir et Ouais. du coup, t'es tout le temps fatigué. Ouais, effectivement. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais au top quand même. Ok. Ça va le faire. Parfait. Ce soir, et on enregistre encore le soir, mais là je vais que dire ça en plus, on reçoit le docteur Luc Brémaud. Bonsoir, Bonsoir Luc. Ça va ? ça va au top. Ok. C'est février, il fait beau, c'est bon. Petit débat avant de commencer pour dire que l'hiver c'est de la merde, il est pas d'accord. Bon, on s'entendra pas, c'est pas grave. Tu es docteur dans une discipline qu'on n'a jamais eue, qui est la mécanique. Ouais, c'est ça. Tu as fini ta thèse, tu l'as soutenue l'année dernière. Enfin, l'année dernière. Je suis encore dans 2024 dans ma tête, donc il y a 2 ans. Ouais. Mais c'était décembre 2023, donc ça fait en vrai qu'un an et quelques mois. Et tu faisais ta thèse à l'ENSR Métiers à Bordeaux et à l'Institut d'ingénierie et mécanique de Bordeaux, donc I2M. C'est ça. Ouais. Cette- Et pardon, Ouais. excuse-moi. de t'avoir Vas-y. coupé. Aussi avec le CEA, le commissariat à l'énergie atomique de Bordeaux. Ok, c'était même pas précisé sur test.fr. Vraiment, il manque des infos. C'est eux sur qui ça. m'ont payé, donc Ah, ça serait bien de les mentionner, les pauvres. Alors on les mentionne. Ok, donc le CEA. Et cette thèse, elle s'intitulait Contribution à la modélisation de l'endommagement sous sollicitation dynamique de céramique. Et on n'a rien compris. Toi, t'as compris. Moi, j'ai pas Je dirais compris. qu'on comprend des trucs, mais Ah, c'est moi, vrai je que le comprends. sujet est différent d'habitude. Ça nous change Ouais, des ouais. neurosciences et on a fait beaucoup de psycho aussi récemment. Donc Ouais. c'est cool. Ça fait Ouais, plaisir d'avoir c'est- des nouvelles thématiques. C'est clair. Tu auras plein de questions. Je vais avoir plein de questions complètement naïves. C'est super. Avant de commencer sur ton titre, décortiquer un peu les notions, qu'est-ce que tu as fait avant ça, avant ta thèse, qui t'a amené à te dire tiens, je veux faire une thèse ? C'est quoi ton parcours ? Alors si je remonte à peu près jusqu'au niveau du bac, j'ai fait un bac S, spé maths, Mhm. le parcours un peu classique. Quoique j'ai fait ça au lycée naval de Brest, au lycée militaire, parce que je voulais Ok. être absolument militaire Ok. à l'époque. Et puis, donc j'étais un peu, disons que je devais aller finalement en prépa. Ok. Sauf qu'au dernier moment, j'ai pas voulu y aller. Je suis allé à la fac à Paris. Et alors, ça a bien mis ma mère en colère, mais j'ai fait le bon choix parce que je suis tombé avec un super parcours qui s'appelle le CMI mécanique, donc le Ok. cursus master ingénierie. Il y en a un peu partout en France maintenant, mais c'était très très nouveau à l'époque. Ok. Et j'ai fait donc une licence master en mécanique et électronique, mais vraiment avec une grande majorité de mécanique, où j'ai eu des profs qui sont enseignants-chercheurs, des pointures, et puis ils m'ont amené à vraiment apprécier le sujet. Et finalement, je voulais partir de Paris, pardon, et j'ai trouvé un stage de fin d'études à l'I2M avec, avec la personne qui sera mon directeur de thèse, qui travaillait sur la modélisation de comprimés pharmaceutiques. Ok. Voilà, donc on travaillait aussi avec l'université de Bordeaux. Et puis, de fil en aiguille, le feeling est bien passé avec mon directeur de stage. Il m'a proposé une thèse et donc je suis ensuite arrivé en thèse à l'I2M. Ok. Trop bien. Et du coup, pas de regret de ne pas avoir fait école d'ingé, Aucun. tout ça. Aucun. C'est marrant parce que moi, à la fac, j'avais passé le concours pour rentrer sur dossier par le parcours de la fac qui La permet passerelle. d'aller en prépa, là, la passerelle. Et en fait, j'ai été prise et j'y suis jamais allée. Et je me Ah suis bon dit non. Et parce qu'en fait, je me suis dit la fac, c'est mieux. C'est une autre école, mais c'est Ouais, vraiment voilà, très très chouette. Enfin, la pour fac. moi, c'était mieux. C'était Ouais, c'était pour moi vraiment un aussi, truc. C'est ça, ça dépend des gens. Il n'y a pas Oui, non, vraiment mais de mieux ou moins non, bien. mais mais- c'est mieux pour moi. Je Non, parle pour je moi. suis entièrement d'accord avec toi en plus. hein. Attention, moi aussi, la Voilà. fac, c'était fait pour moi. Voilà, je pense que j'aurais pas été faite pour faire école d'ingé. Ouais, nous, on avait un petit... alors, c'était assez mixé puisqu'on n'était que 40 et on était toujours 40 en Ouais. TD, Ah TP. ouais, ok. Après, on avait les amphis avec tout le monde, mais on restait quand même un petit groupe. On C'est était une très petite promo, suivis ouais. par nos enseignants-chercheurs. Mhm. Et ça crée une petite bulle, finalement, où on s'entraidait tous les uns les autres. Et je crois qu'on a fait... il y a une grande majorité d'entre nous, à l'issue du master, qui sont partis en thèse. Je sais pas, on a un tiers, je pense, de notre promo qui a fait ça, Ouais, quelque chose comme ça, en neurosciences. en neurosciences. Ouais. Et vous aviez fait un master recherche, finalement. Ouais, c'était un Ouais, master Moi aussi, recherche. ouais, voilà, pareil. Je suis pas sûr que ça existait encore. À cette époque-là, ça existait le terme master recherche. Ouais, mais il y en Ouais, avait. mais il n'y avait pas vraiment d'alternative en neurosciences. Ça dépend. En fait, avant que nous on soit de notre promo, il y avait le master pro aussi en neurosciences.
mais il a été pas enlevé, mais mixé. En gros, tu pouvais faire un stage dans l'industrie, mais ça t'empêchait un peu de passer le concours si tu voulais faire une thèse derrière. Donc, c'était vraiment... Mais il n'y avait pas de différence en termes d'enseignement. D'accord, Au ok. niveau du... Et maintenant, je crois qu'il n'y a plus que de la recherche. En tout cas, même à l'époque, le pont entre la recherche en neurosciences et l'industrie, il est c'est un grand ridicule. écart. Quoi. Oui, ça ne te forme pas du tout au monde professionnel, et il y a très peu de postes en plus qui existent pour la neuroscience. Après, suivant ta spécialité, peut-être que pour toi, il y avait des ponts plus évidents avec l'industrie. C'est assez compliqué parce qu'on a fait... à la fac, finalement, comme vous l'avez dit, c'est pas vraiment une porte ouverte vers l'industrie. Non, ça c'est sûr. A contrario, je pense, des écoles d'ingénieurs où ils ont des intervenants qui viennent des industries, ils ont des forums, ils ont énormément de... Et puis ils ont aussi des alumni qui sont dans des entreprises, ce qui leur permet de créer des ponts plus facilement. Alors que nous, on était formés par et pour la recherche. Ouais, tout à fait. Mais j'en suis très content. C'est très bien. Je suis contente que tu sois content de ton parcours. Les gens en général qui viennent sont contents de leur parcours. Même s'ils font des trucs alambiqués des fois pour arriver jusqu'à la thèse, mais ça se passe bien. Alors je vais commencer par une question, mais vraiment hyper naïve. C'est quoi une céramique ? Alors, une céramique, c'est exactement à ce qu'on pense. C'est comme une assiette, c'est la matière un peu qui compose les assiettes. Alors, c'est souvent un agglomérat finalement de poudre, de morceaux un peu peut-être de verre, de poterie aussi. Enfin, tout ça font partie des céramiques. C'est très très large comme c'est pas type de une formule matériau. chimique particulière, c'est genre... Non, j'en sais rien, je ne sais pas de chimie. Okay. Mais je suis plus sur l'aspect matériaux. Mais la faïence, par exemple, est une céramique et ça remonte à, je crois que c'est de l'Holocène, quelque chose comme... alors, je crois que vous avez eu une archéologue, je crois, dans votre, il n'y a pas si longtemps, dans votre podcast. Alors, je crois que ça remonte entre 20 000 et 80 000 avant notre ère. Ok. On demandera à Anaïs de confirmer. Voilà, faudra qu'elle confirme. Donc, c'est très, très vieux, les céramiques. Et finalement, l'humanité n'a jamais vraiment développé ces céramiques pour qu'elles soient utilisées dans d'autres... qu'elles aient d'autres utilités que des assiettes ou de la faïence. Ou de la déco, ou des trucs, voilà. trucs hyper simples. C'est que dans les années 1950 que les militaires américains se sont dit, tiens, ça a quand même des propriétés assez géniales pour participer à la construction d'un blindage, et donc on va l'utiliser à cet effet-là. Donc, le développement des céramiques modernes, elle trouve son commencement dans la recherche et développement militaire. Okay. Comme pas mal de technologies. Mais c'est rigolo de penser que la céramique est une technologie. From de l'assiette à... voilà, en fait, les deux portes d'entrée, c'est toujours... le porno et le militaire, c'est ça. La boîte de développement, il y a deux trucs. C'est là où il y a le plus d'argent. Voilà. La nature humaine, tout ça. Mais du coup, au niveau militaire, c'est dans quoi on l'utilise, la céramique ? Ça fait quoi comme objet qu'on peut utiliser ? Alors, la céramique, elle intervient dans la conception des blindages. Alors, ça remonte aux années 1950. Les chars étaient lourds parce qu'ils étaient faits d'acier. Et puis... d'un côté, on inventait des missiles et des armes qui permettaient de passer à travers ces épaisseurs d'acier. Ouais. Et donc après, ils augmentaient les épaisseurs dans les chars, ça devenait de plus en plus lourd. Donc ce cercle vicieux, merci. Ouais. Il a été interrompu parce qu'ils ont amené d'autres matériaux comme les céramiques. Au début, ils les mettaient simplement sur les chars. Comme un revêtement, finalement. Et ça s'appelle encore aujourd'hui des revêtements céramiques, parce que c'est comme une couche de manteau qu'on met en plus. Et elle a des propriétés qui font qu'elle fragmente le projectile. Donc, elle est à usage unique, elle fragmente le projectile, dissipe son énergie cinétique, et puis après, on a ce qu'on appelle un backing derrière les plaques de céramique, qui sont des matériaux ductiles et qui permettent eux aussi de dissiper les ondes qui restent. Donc en gros, c'est parce qu'elle éclate quand elle prend la charge que du coup ça éclate le fragment, que ça fait un fragment du projectile qui va du coup avoir moins d'impact sur les couches dessous pour éviter que ça perce. C'est ça. Et donc on l'utilise principalement pour les gilets pare-balles, pour les chars d'assaut encore aujourd'hui et d'autres inventions militaires superbes. Mais il y a d'autres secteurs qui sont touchés par ces revêtements céramiques, comme les satellites. Voilà.
pour éviter un panneau, une partie d'un satellite soit fracassée par un tout petit débris qui va à une vitesse hallucinante. Et ben, on utilise des céramiques. Et il y a aussi une activité qui est très côté CEA. On utilise des revêtements céramiques qui sont très très affinés. C'est un procédé de fabrication qui s'appelle plasma sprayed, projection plasma. Où on vient déposer une micro-couche de céramique fondue qui permet de protéger les instruments qui sont utilisés dans la chambre du laser mégajoule. Alors le laser mégajoule, pour ceux qui sont à Bordeaux, vous le connaissez sûrement. C'est une chambre d'expérience qui est sphérique de 10 mètres de diamètre, donc c'est énorme. Et on met au centre une cible millimétrique qu'on vient impacter avec, je crois que c'est 96 lasers. Et cette céramique, cette cible, elle explose puisqu'ils essayent de recréer ce qui se passe au cœur des étoiles ou dans d'autres applications qui fait boom. Eh bien, les fragments de cible vont ensuite impacter les instruments de la chambre et même les parois de la chambre. Donc c'est bien de protéger ces instruments qui coûtent certainement une blinde. Oui, mais j'aurais jamais imaginé que dans un satellite il y avait de la céramique. Mais comme dans les gilets pare-balles, ça ne serait même pas venu à l'esprit. Et oui, c'est pas que du sable. Le sable sert de backing finalement. Donc, oui, ça a du sens dans ma tête. Le côté très mou. C'est juste que quand tu entends céramique, tu vois une assiette. Je vois une assiette. C'est vraiment ça. Je vois ça, ou la poterie qui s'est développée depuis des années, ou quelques années, où tu vas faire des petits dessins sur ta poterie. Tu imagines que tu mets une assiette à l'envers sur ton ventre, au-dessus de ton gilet pare-balles fait en sable. J'y penserai si un jour je dois me faire tirer dessus. Je mettrai une assiette. Mais alors, moi, je pensais que le Kevlar, par exemple, je ne sais pas si ça rentre dans le champ de ce que des céramiques que tu étudies. Pour moi, c'était un polymère. Du coup, je suis perdu entre céramique et polymère. Pour moi, les céramiques, c'est des matériaux qui sont créés à haute température, donc quasiment cuits pour créer une structure particulière, qui a des propriétés très spécifiques. Donc en général, c'est à la fois léger et très dur, mais cassant. C'est comme ça que je le vois. Du coup, est-ce que ça rentre dans ce champ-là ou pas, le Kevlar, et est-ce que je me gourre dans... Honnêtement, sur ce que tu as dit sur les céramiques, tout est vrai. Et le Kevlar, c'est sûrement un polymère, je crois bien, mais c'est utilisé en backing, justement. Et effectivement, les céramiques, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse autant ? C'est parce qu'elles sont très légères, extrêmement robustes à la compression. Donc, d'où, lorsqu'une balle arrive, c'est une sollicitation en compression. Et elles ont un caractère fragile, donc ce qui explique leur usage unique, c'est que dès qu'elles atteignent leur seuil de rupture, elles cassent. D'un coup, d'un seul, il n'y a pas comme dans les aciers où on peut un peu les tordre comme on veut. Et c'est intéressant justement qu'elles cassent. C'est ça qui est... Et oui, parce que l'énergie de fissuration, elle est utilisée, elle provient de l'énergie cinétique de la balle ou du projectile. Et voilà. Et comme lorsqu'il y a une fissuration, il y a de l'énergie qui est dissipée, et c'est cette énergie-là. Parce que je me disais, en fait, le fait qu'elle soit fragile, je me disais, ça perd de l'intérêt, le fait qu'elle soit fragile, mais en fait, c'est le fait qu'elle soit fragile qui fait qu'elle est intéressante pour cet usage. Ça ressemble, dans son comportement, c'est un peu comme du verre. C'est très fragile, finalement. T'avais mis dans l'abstract que tu nous as envoyé, il y avait la notion du fait que les céramiques, c'était intéressant parce que ça avait des propriétés thermodynamiques intéressantes. Et c'est quoi ces propriétés qui... Alors, je me souviens plus exactement du terme, mais elles servent d'isolant thermique. Les céramiques, la chaleur se propage très mal dans les céramiques. Et puis, donc ça, c'est pour la partie thermo. Et pour la partie dynamique, c'est exactement ce dont on vient de parler. Le fait que ça casse facilement et que ça dissipe l'énergie. Ok. Donc, si on revient aux différents termes et à la nature exacte de ta thèse... On en a expliqué un. C'est pas mal. Et après, il y a le terme compliqué, le groupement de mots compliqués, endommagement sous sollicitation dynamique. Alors, je vais le prendre à l'envers. Les sollicitations dynamiques, c'est... une balle, typiquement, qui t'arrive dessus. Voilà, c'est des sollicitations, des chargements qui sont induits par des objets qui vont très vite, type balle. Et c'est des chargements qui sont intenses. Et donc, intenses comme un chargement laser, comme une balle, on a beaucoup de choses, chargement intense, mais aussi extrêmement bref.
un impact laser, c'est aux alentours de la microseconde, même pas nanoseconde, pardon. Okay. Et moi, j'ai étudié des phénomènes qui se passaient autour de la microseconde. Ok, ouais. Tu vas pas du tout chercher le matériau sur combien il va résister sur plusieurs années et c'est quoi les contraintes. C'est pas du tout quelque chose long dans le temps, c'est très bref. Et puis, c'est pas quasi statique. Donc, on fait pas des essais de traction très lents où on fait du chargement en minutes. Non, c'est vraiment c'est très rapide. Et c'est toute la complexité de l'étude de ces phénomènes, puisque c'est très court. Donc, ça demande des moyens expérimentaux qui sont puissants, chers et rares. Et c'est pour ça qu'on fait appel à la simulation numérique. Oui, voilà, ça, c'est le dernier bout du titre, la modélisation. Voilà, alors il y a endommagement, il y a endommagement aussi. Alors l'endommagement, c'est la partie la plus fascinante, je trouve, de ma thèse. Et puis de mes études, c'est pour ça que je me suis... C'est casser des trucs. là-dedans. Et non, justement, c'est pas la rupture en elle-même, c'est juste avant la rupture. Ouais, okay. On a tous, on connaît cette notion d'endommagement, j'endommage quelque chose, je l'amène presque à la rupture. Et bien, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, dans le cas des céramiques, ça va être tout ce qui est propagation de micro-fissures, concentration de contraintes dans des points, par exemple autour des pores, parce qu'il y a des pores dans les céramiques. Et le développement de ces choses-là, en fait, rappelle l'endommagement. C'est l'endommagement général. Et puis, il y a différentes... Il y a différents focus à faire sur l'endommagement. Tu as l'endommagement macroscopique. Donc là, on va prendre une pièce entière, on va regarder comment est-ce qu'elle s'endommage. Mais on peut aussi regarder à l'intérieur du matériau. Donc il y a différentes échelles. Voilà. Il est fait l'échelle micro, méso et macro. C'est quoi méso ? C'est entre les deux. C'est un peu nébuleux. Ouais, c'est un peu nébuleux, mais mésoscopique, c'est un peu ça. Donc, du microscope balayage, par exemple, juste pour voir la surface, où on est déjà dans le micro, là. Alors, c'est le micro, ouais. Ouais, ok. Microscope. Ouais, je me suis dit c'est dans le nom, mais vu que... Ouais, non, c'était... Ok, donc tu vas aller regarder dans ta céramique à quoi elle ressemble au niveau microscopique. Est-ce qu'il y a des fissures qui se sont faites, un endommagement sans qu'elle casse ? Et aussi au niveau macro, est-ce que tu le vois visuellement Alors, tu le mesures surtout. Okay. Tu le mesures, par exemple, si on pense à un essai de traction classique, on va avoir un développement de micro-fissures, de génération de contraintes qui vont endommager le matériau de manière microscopique. Et puis, ça va se ressentir sur la courbe force-déplacement qu'on mesure macroscopiquement. On va avoir une perte de rigidité. Donc, ça fait vraiment une courbe qui fait une parabole comme ça. Et puis, dans le cas des céramiques, l'endommagement est très, très rapide. C'est des fissures qui se propagent à 10 000 mètres par seconde, ce qui explique le caractère fragile du matériau. Ça casse aussi. Ça casse d'un coup, mais il y a bien cet endommagement. C'est juste qu'avec des moyens de mesure un peu larges, on ne le voit pas forcément. Okay. Et du coup, la dernière partie, modélisation. Donc ça, c'est pour éviter que tu casses des assiettes en boucle. Ouais, voilà, c'est ça. Alors j'en ai fait un peu d'expérimental dans ma thèse. C'est long, c'est pas du tout mon cœur de métier. C'est le cœur de métier d'autres personnes. Ouais. Moi, je suis vraiment numéricien, donc je m'appuie sur plein de codes différents. Donc pour les connaisseurs, il y a les éléments finis. On va découper une pièce, un matériau de manière continue avec des petits carrés. Donc il y a Abacus, il y a plein de logiciels un peu commerciaux là-dessus. Et nous, on a choisi d'utiliser la méthode des éléments discrets, où on représente un volume continu avec des sphères qui portent la masse, qui sont reliées par des liens qui, eux, observent une mécanique de poutre. Donc flambement, la poutre avec les moments, tout ça. Et donc pour modéliser un volume continu, finalement, on va le discrétiser et obtenir un réseau de poutres et d'éléments discrets, donc des petites billes, voilà. Et donc la mécanique, elle est très simple. D'ailleurs, elle est beaucoup plus simple que dans les éléments finis, puisque ça reste des poutres qui se cassent ou non selon leurs contraintes. Et puis, ça permet de représenter le matériau de manière continue, mais aussi en granulaire lorsqu'il se fragmente.
lorsqu'il se fragmente, on va avoir plein de petits fragments qui vont partir un peu partout. Ça, on peut le représenter numériquement. Ok. Ce qui est impossible à faire, ou du moins très compliqué, avec la méthode des éléments finis. Ok. C'est un peu technique, mais j'espère que c'est compréhensible. Avec ton imagerie, je pense que c'est OK. Après, c'est vrai que la mécanique autour des poutres, ne serait-ce que ça, ce qui paraît simple quand on a fait un peu, la base, il y en a plein qui voient même pas ce qui se passe, les mécaniques de fléchissement et compagnie. Après, là, dans ton cas, je pense qu'on se représente quand même assez bien ce réseau de billes liées par des poutres. Et à partir de là, ça représente ton matériau au global, tout en étant suffisamment précis. C'est pas un seul objet en lui-même qui va se casser. Tu peux l'analyser à différents niveaux. C'est-à-dire que tu vas avoir des poutres qui vont commencer à se casser et des billes qui vont continuer à se séparer alors que d'autres non. Donc tu as une analyse un peu globale, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Puis donc on va avoir des petits morceaux où il y aura des poutres qui seront pas cassées, mais qui seront tout de même séparées du spécimen global. Donc on va représenter ça comme un fragment. Et est-ce que quand tu fais cette modélisation, est-ce que tu modélises quelque chose qui existe vraiment? C'est-à-dire que tu prends la taille de tes billes, la taille de ton réseau, pour que ça représente un objet qui existe, sur lequel tu pourrais étudier en réel? Ou est-ce qu'il y a un truc générique pour la céramique? Alors effectivement, tu as bien raison, j'aurais dû le mentionner. Je me suis appuyé pendant toute ma thèse sur 5 essais qu'on appelle GEPI. Donc globalement, c'est des échantillons qui sont cylindriques, qui font 10 mm de long, 2,5 mm de diamètre. On applique une force très intense et très brève sur une face et on mesure avec un interféromètre laser la vitesse de la face arrière. Okay. Et donc avec ça, c'est pas moi qui ai fait les essais, mais on a récupéré des courbes de force en fonction du temps. Okay. Et mon but pendant, je crois que c'est 80% de mon manuscrit, un truc comme ça, ça a été de réussir à modéliser et à retrouver exactement les bons signaux. Okay. Alors à chacun sa technique de faire sa recherche. Moi j'aime bien, je suis un peu rigoureux, un petit peu obsessionnel. Enfin ma psy me dit ça en tout cas. Et donc du coup j'ai voulu vraiment faire ça à la perfection et pouvoir être un peu prédictif. Alors ça a amené un tas de galères parce que c'est pas si ça paraît simple, mais je vous assure que c'est vraiment compliqué. C'est que des maths quoi. C'est de la méca. C'est de la méca et avec beaucoup de développement de code. C'est bien costaud. Ouais. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu après. Si sur vous la voulez, méthode, on fera rentrer un peu dans les détails. Il y a peut-être un autre mot dans le titre de la thèse qui s'appelle qui est contribution. Ouais, contribution. Et je trouve ça assez chouette parce que j'en ai pas vu beaucoup des contributions dans les titres de thèse. Okay. Et je trouve ça assez humble finalement de dire que tu contribues seulement à faire. Tu apportes une petite pierre à quelque chose qui est... Ouais, c'est une toute petite pierre à l'édifice et je trouve ça chouette qu'il ait gardé ce mot-là, pardon. C'est vrai que tu as raison. C'est rare qu'on part du principe, alors que c'est tout le temps le cas, que des choses ont déjà été faites sur le sujet, que plein d'autres choses vont être faites sur le sujet après, et que toi, à ton échelle, tu vas apporter quelques éléments clés de réponse. On l'espère en tout cas, en général c'est le cas. À la fin de la thèse, ma conclusion c'est vraiment ça marche pas. Ça marche pas, mais comme je l'ai expliqué, il faut tester quand même pour voir que ça marche pas, pour pas qu'il y en ait qui se plantent encore. Il faut toujours faire ça. C'est le but de la recherche, c'est qu'on bâtit des trucs petit à petit en se basant sur ce qu'on fait les autres. Puis, c'est hyper humble, je suis qu'une petite vis dans ce grand rouage. Effectivement, comme tu l'as dit Loïc, il y en a plein qui ont fait beaucoup de travail avant moi. Il y en a sûrement plein qui le feront après. Donc finalement, c'est un peu épisodique, mais... Alors on a eu un spoiler, ça ne marche pas. Quand tu dis ça marche pas, juste pour rebondir dessus, t'as pas réussi à remodéliser ce qu'on observait façon réelle, ou c'est plus en détail, plus loin que ça fonctionne pas? Alors j'ai un contre-spoiler, finalement ça fonctionne. Oh mon Dieu, le teasing est insoutenable. Alors, ce qui fonctionne pas, c'est qu'on on utilise un code qui est fait maison, qui est hyper bien développé, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui demande de comprendre beaucoup plus, parce que tu implémentes finalement, tu n'utilises pas un code commercial, déjà existant, c'est un code qui a été développé par des chercheurs pour des chercheurs, et toi, tu amènes ce que tu as appris, et tu le rentres dedans, tu le développes. Et ça a mis hyper longtemps à faire fonctionner. Puis j'utilise un modèle d'endommagement. Donc c'est là où on fait le lien entre endommagement et modélisation.
Il y a 1 milliard de manières de modéliser l'endommagement au niveau micro, au niveau macro. Ouais. Moi, je suis vraiment resté sur le niveau macroscopique, donc à l'échelle du spécimen. J'ai un très bon copain qui, lui, a fait quasiment le même test que moi. Au niveau micro ? Au niveau micro. Okay. Donc, et puis, il a fait de très belles images. C'est vraiment hyper intéressant ce qu'il a fait. Il s'est intéressé à ce que je vous disais, cette ouverture de fissures, ces pores dans le matériau. Voilà, dans le matériau continu. Donc, lui, il regardait quelque chose de 1 mm peut-être. Moi, voilà, 10 cm tout de suite. C'est pas à la même échelle. Donc, je me suis basé principalement sur un modèle d'endommagement qui est très complexe, en tout cas qui l'est pour moi. Et j'ai dû reprendre les équations et le reconstruire finalement dans mon code à moi. Et ça a mis beaucoup de temps à fonctionner parce que les infos ne circulent pas forcément super bien entre tout le monde. Et finalement, là, il y a quelques mois, je m'y suis replongé un petit peu et je me suis aperçu que j'avais fait une erreur quelque part. Okay. Ça arrive. Il faut avoir le recul nécessaire pour replonger dans le code et dire « Ah, j'avais oublié ça. » Je l'ai mis, ça fonctionne bien. Okay. Et puis là, justement, je vais bientôt faire un papier dessus. Quoi. Ok, trop bien. Pas mal. Bon, ça se finit bien. C'est un classique, ça. Happy ending. Tu laisses ta thèse de côté pendant un temps. Tu la laisses décanter seule là-bas. Et un jour, tu te dis ça, je suis pas trop sûre de ce que j'ai fait, j'ai des nouvelles connaissances maintenant. Tu creuses un peu et tu fais mais en fait, je pourrais faire ça à la place. Et tu n'as plus la pression de la thèse non ça. Plus. T'as personne qui vient te dire faut que tu te soutiennes dans 1 mois et demi. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Très bien. C'était quoi, du coup, si on repart sur une suite logique de présentation d'articles, c'était quoi les objectifs de ta thèse ? Qu'est-ce que tu avais prévu de faire ? Qu'est-ce que tu as fait vraiment à la fin ? Alors, sur le papier, il y avait plusieurs objectifs. Ouais. Le principal, je dirais, c'est de faire valoir cette méthode des éléments discrets, parce qu'elle est beaucoup plus jeune et beaucoup moins entrée dans les gens, je ne sais pas comment dire, mais ancrée dans le monde de la recherche. C'était de valoriser cette méthode, de montrer qu'elle fonctionne, qu'on arrive à faire de très très belles choses avec, de bien modéliser et le comportement granulaire et le comportement continu d'un matériau, et aussi ce qui se passe entre les deux, à savoir la fragmentation. On rajoute à ça l'effet dynamique, donc quelque chose qui est tout de même complexe, même pour les méthodes standards à modéliser. Donc c'était, je pense, l'objectif principal, en tout cas moi je l'ai pris comme ça. Okay. Et je travaille toujours avec cette méthode aujourd'hui, je la trouve fascinante. Et en plus, lorsqu'on fait des simulations, il y a forcément un effet waouh qui est plus intéressant qu'avec juste des éléments finis qui affichent des belles couleurs. Là, on a vraiment l'explosion, ça part dans tous les sens, c'est vraiment chouette. Okay. Et donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de techniquement construire un modèle prédictif qui permet de ensuite reproduire des essais laser. Donc, je vous en ai rapidement parlé au début. Les essais laser, c'est la nanoseconde. C'est des chargements qui sont bien plus élevés que ce que j'ai travaillé dans ma thèse, qui est déjà élevé, mais là, c'est vraiment hors classe le laser. Okay. Et donc, du coup, tout ça dans cette optique de développer des revêtements céramiques qui résistent, qui permettent de bien... On peut construire des revêtements céramiques en accord avec les sollicitations auxquelles ils vont être confrontés. Sur quel... Je ne sais pas si tu as la réponse exacte pour ça, mais sur quels paramètres tu joues la construction d'une céramique pour améliorer les différentes propriétés mécaniques ? Ça va être la température de cuisson, le mélange, ou un peu les deux, j'imagine ? Ouais, c'est ça. Tu as différentes étapes dans le procédé. Donc, tu as les céramiques qui sont cuites. Il y a un terme un peu plus sympa, mais globalement, elles sont cuites. Et tu as les céramiques qui sont, comme je l'ai expliqué, plasma sprayed, projeté plasma. Excusez-moi pour cet anglicisme. Il y en a forcément, pas de souci. Et alors, projeté plasma, c'est un procédé qui est très intéressant, mais qui en même temps crée énormément de défauts dans le matériau. Parce qu'on envoie à une vitesse folle des microparticules fondues de céramique sur un revêtement. Et on fait comme un pistolet à peinture, voilà, c'est ça. Okay. On fait une couche, mais une couche qui fait quelques microns. C'est du vernis, quoi. C'est du vernis que tu appliques très très vite. Mais... très très vite, très très chaud, parce que je crois que c'est 10 000 Kelvin, c'est
très très chaud. Bah, tu mets pas ta main dessus, ça c'est sûr. Non, voilà, c'est fait dans un espace clos. Donc ça, c'est le procédé change forcément les caractéristiques du matériau. Et puis, comme tu l'as dit, il y a aussi le mélange, les poudres qu'on met dedans, en fonction si c'est de l'alumine ou du silicium. Parce que toi, du coup, tu es parti d'une composition connue, classique, et c'est ça qu'on pourrait peut-être venir modifier ensuite sur ton logiciel de modélisation pour voir si on met plus de ça. Est-ce que tu vas pouvoir prévoir que ce sera plus résistant ou pas? Alors c'était du coup l'objectif, le deuxième objectif de la thèse. Mais j'ai pu étudier une autre céramique qui a été projetée plasma pendant ma thèse. Donc j'ai fait des essais dessus et des simulations. La complexité de la microstructure du matériau amène une complexité assez évidente du comportement macroscopique, ça devient vraiment très compliqué à prédire. Et moi, je me suis vraiment appuyé sur une céramique qu'on connaissait tous dans le milieu, l'alumine Al23. Et c'est très connue, très utilisée. Et l'utilité de ce matériau très connu, c'est justement pour valider la méthode utilisée. Oui, bien sûr. Tu prends un standard, tu sais comment elle fonctionne, comme ça tu sais que si tu le remodélises, tu as déjà les paramètres que tu t'attends à trouver pour voir si ça marche ou pas. Le raisonnement est finalement très simple. J'ai un modèle que je dois valider, mais pour ça j'utilise des expériences qui ont été faites sur un matériau très simple. Et je vais essayer de retrouver exactement ce que montre l'expérimental. Et après, tu réutilises la méthode une fois qu'elle est validée en te disant, je peux essayer de... J'augmente en difficulté. Des trucs un peu, des nouveaux matériaux. J'ai modélisé d'autres types d'impacts où là, il y a vraiment une fragmentation qui part dans tous les sens. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça avance. Ouais. Sachant qu'à l'échelle de ton logiciel, on peut pas... En fait, là, à ce stade, on pourrait pas prédire... que le fait d'ajouter tel composé ou tel composé va aller dans un sens ou dans l'autre. C'est pas son usage pour l'instant, quoi. Non, le logiciel que j'utilise, il prend en entrée des paramètres matériaux et après, il se débrouille. Enfin, il se débrouille. Je me débrouille, mais vous avez compris. Lui, et puis moi, je représentais le matériau, encore une fois, macroscopique et continu. Donc, je ne pouvais pas prendre en compte les microporosités qui rajoutent une difficulté supplémentaire. Mais avec ce sur quoi je travaille aujourd'hui, on pourra être amené un jour futur à faire ce genre de choses. Trop bien. Bon, déjà, tu nous dis que tu travailles encore un peu dessus. On en discutera après. Je suis désolé, j'arrête pas de spoiler. Tu fais du teasing. C'est parfait. Non, mais je pars un peu dans tous les sens. C'est parfait. Là, on lance une pub. Les gens, ils reviennent derrière. C'est parfait. Il y a qui nous finance déjà pour lancer la pub Personne. Qui veut nous financer. Bon, laisse tomber. C'est foutu. On n'aura jamais d'argent pour ce podcast, on le sait. Du coup, on a parlé un peu des méthodes. Donc, tu as fait un peu d'expérimental, tu as dit. Tu as fait beaucoup de simulations. Ça consistait en quoi, les manips que tu as mis en place et comment ça s'organisait temporellement? On ait un peu une idée de qu'est-ce que tu faisais vraiment au jour le jour au labo et qu'est-ce que tu faisais de temps en temps, peut-être une fois dans ta thèse, quoi. Alors, si je peux découper un peu ma thèse en grande partie, en quelques mois, il y a eu la phase d'apprentissage du code fait maison. Ça a bien duré quelques mois, peut-être 6 mois, on va dire. Puis avec ça, il y a toute la bibliographie qui est très lourde sur le sujet. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Puis après, il y a la découverte des verrous scientifiques. Où est-ce que je vais me positionner, moi? Parce que finalement, ça commence dès le début. Où est-ce que je vais me positionner dans cette recherche? Qu'est-ce que je vais apporter? Donc là, on définit un peu les problématiques et la manière de faire. Les manières de faire, les problématiques qui vont forcément changer. 14 fois dans la thèse. Voilà, c'est ça. J'ai fait énormément de numérique. Et je crois que c'était 8 mois ou 1 an avant la fin de ma thèse. Je suis allé 4 mois à Grenoble, parce que j'ai fait aussi ma thèse avec un laboratoire là-bas, le laboratoire 3SR, où donc je suis venu avec mes petits échantillons qui faisaient quelques centimètres. Et là, je me suis mis à l'expérimental, sachant que moi, je ne connaissais rien à l'expérimental. Donc, je me suis fait aider avec du personnel technique, mais aussi des doctorants et doctorantes là-bas, sur place. Et j'ai fait mes essais. Donc, il consistait à charger un canon à gaz avec un projectile. Ok. T'as tiré sur des trucs. Exactement, j'ai tiré sur des trucs. Alors, en plus, c'est... même si ce laboratoire a beaucoup de moyens, ça reste quand même... tu mets ta tête devant si tu veux. Oui, ça reste de la recherche publique. Voilà, c'est pas...
Et donc, je chargeais ce canon à gaz avec le projectile dedans. Et puis, je mettais ma plaque dans une enceinte à l'issue, enfin, au bout du tube. Okay, et puis, j'appuyais sur le bouton rouge. Et là, il y avait un bruit monstrueux. Ça fragmentait tout. Ok. Mais le plus intéressant, c'est que j'avais mis des caméras devant l'échantillon, avec des spots, parce que c'est une caméra qui prend 5 millions d'images par seconde. Ah oui. Donc, il faut vraiment bien la calibrer, parce que... Pour retrouver ton image derrière. Ah non, parce que ça prend que 256 images. Ok. Donc, il faut quand même que tu prennes en compte le temps que l'information passe de l'oscilloscope jusqu'à ta caméra pour ensuite déclencher la caméra. Et puis, il y a un delta entre le déclencheur et les images. Donc, c'est un vrai milieu, enfin, un vrai aspect scientifique. Ouais. Et puis, il y avait des grosses spotlights qui chauffaient énormément. Tu voyais rien dans la salle. Okay. C'était très intéressant. Donc, j'en ai fait plusieurs comme ça. J'en ai fait 2 types. Les impacts sur tranche. On prend tout simplement un échantillon rectangulaire qu'on met debout. Et puis, le projectile vient l'impacter sur la tranche. Okay. Ça crée des belles fissures qui sont bien radiales. C'est vraiment très joli à voir. Et puis, j'ai étudié aussi le Roxpole. Alors, le Roxpole, c'est pareil, c'est un échantillon qui est rectangulaire, mais cette fois-ci, il est mis à l'horizontale. On a une petite fissure qui est d'un côté au bout, et puis une grande fissure qui est vers le début de l'échantillon, en haut. Et lorsque le projectile vient impacter la tranche de l'échantillon, il y a des ondes de contrainte qui vont se propager et qui vont faire que une fissure va s'amorcer et se propager depuis la petite entaille jusqu'au bout, jusqu'à la grande. Okay. Et c'est très joli à voir. Ok. Il y a des modèles de fissures. Là, on t'en a parlé un peu, mais du coup, il y a quoi comme type de fissures qu'on peut observer dans la céramique? Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent qui ne sont pas retrouvables dans les céramiques? Est-ce qu'il y a des choses, des schémas de propagation de... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je ne pense pas. Okay. Qu'une fissure, finalement, ça reste qu'une dissipation d'énergie. Le matériau a trop d'énergie, il faut qu'il en dissipe. Et pour ça, il ne trouve pas de meilleur moyen que de faire propager une fissure. Ouais. Alors après, en fonction du matériau, ça peut être des fissures qui sont très très lentes, comme le caoutchouc, ou très rapides, comme dans les verres ou les céramiques, on n'a même pas le temps de voir qu'il y a une fissure qui se propage. Ouais, que c'est déjà cassé. Mais après, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est facile à toucher. La fissure, on en parle tous les jours, on voit très bien ce que c'est. Ouais, tout le monde a eu un mur avec un trou dedans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, dans un mur, c'est hyper lent, par exemple. Oui, ça dépend ce que tu mets dessus, mais c'est en général très lent. Ouais. Et c'est vrai qu'ils tomberaient tous sur notre gueule. Voilà, même sur une feuille, tu vois. Tu essayes juste de déchirer une feuille, ça peut être très lent. Si tu t'arrêtes, ça s'arrête finalement. Il y a des matériaux, comme les céramiques, mais aussi, par exemple, des tubes en acier, mais qui sont sous pression. La fissure, elle part d'un coup et elle s'arrête jamais. Ça, c'est une phrase qui m'a été teasée au début de ma thèse par mon directeur de thèse. Alors, des fois, dans les gazoducs qui sont sous pression, tu peux mettre une pichenette quelque part, faire partir une fissure qui fait plusieurs kilomètres. C'est horrible. Ok. Un truc à retenir. Voilà. Faites jamais ça. C'est peut-être dangereux. Et oui, tu nous parlais à la base de ton quotidien et comment ça s'est découpé sur ta thèse. Voilà, tu étais aux expériences. Voilà, donc les expériences 1 an avant la fin, j'y suis resté 4 mois, et puis je suis revenu à M-6 de la fin. Donc là, c'était rédaction, plus les simulations. Je suis allé en conférence aussi, le bon côté de la thèse. J'ai pas vu le temps passer. Et j'ai terminé, j'ai rendu mon manuscrit 1 mois après la fin de mon contrat. Ça a été speed. Classique. Ça a été un enfer, cette période-là. C'est vraiment la meilleure pour Moi, j'avais eu une rallonge Covid de 4 mois, qui en fait, c'était 1 mois parce qu'il comptait à partir d'octobre, les 4 mois, et il compte pas les... Beau, alors que normalement, tout le monde soutient en décembre, personne soutient en septembre. Et voilà, moi, je les ai pas eu. Donc, ils ont considéré par rapport à septembre, donc j'ai eu jusqu'à janvier. Mais short. Très short. Et puis après, il y a la soutenance, ça, c'est une autre étape encore. Oui. Donc voilà comment j'ai découpé un peu ma thèse, quelque chose de très classique finalement. Il y en a souvent ils font l'inverse. Les gens ils font l'expert en premier. Alors les expérimentateurs, ils font beaucoup d'expériences et puis ensuite un peu de simulation pour faire leur dernier chapitre. Moi j'ai fait la même chose mais à l'inverse. Ok. Et du coup,
80% de tes journées, c'était soit la littérature, soit du code, quoi. Ouais, voilà, parce que je suis développeur dans ce code-là. Et ça a été effectivement beaucoup de bibliographie. La journée, une classique, tu arrives à 8h le matin, tu repars à 18h le soir. Et tu fais du code, tu essaies de faire en sorte que ça marche. Il y a forcément des trous dans cette journée parce que les codes à tourner, qui mettent 6 heures à tourner, alors tu fais pas rien devant, tu vois, mais bon. Il arrive de regarder un petit peu Insta de temps en temps, quoi. Ouais. Non, ça... Comme tout le monde. Oui. En général, en travail de bureau, bon. Moi, j'étais dans un open space, hein. Je sais ce que c'est ne pas travailler au bureau. Ouais, voilà. Et puis, alors, nous, on avait des nerfs dans l'open space. C'était pour tester les céramiques. Dans le cadre d'un logiciel, je sais pas ce qu'on est censé faire. Quand tu publies, le logiciel n'est pas open source, donc tu n'es pas censé donner le code, si, il est open source, le code. Alors, ça s'appelle Granou. Voilà, G-R-A-N-2-O. Ok. Pour Granular Oriented Object ou Object Oriented, je sais plus. C'est du C++ et du Python. Ok. Et dans les papiers, même dans la thèse, il faut déjà remercier un petit peu les gens qui ont développé le code, les citer. Voilà, c'est le minimum à faire. Puis après, moi je les connaissais, donc c'est plus simple quand tu les connais. Tu peux discuter avec eux, mais voilà. Ils sont hyper ouverts, même quand tu poses des questions. Et puis, il faut les citer. Il faut dire où est-ce que tu as quel code tu as utilisé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de la science, notamment des articles, c'est qu'il soit reproductible, vérifiable et reproductible. Ce qui n'est pas du tout, dans la majorité des cas, possible. Tout à fait. Et c'est pour ça que je me posais la question dans le cadre de logiciels, parce que c'est vrai que j'imagine qu'ils ne sont pas toujours open source dans ce genre de domaine. Et en fait, ça me paraît très évident de devoir donner le logiciel ou son fonctionnement au moins dans les grandes lignes, mais est-ce que tous les labos en sont capables ? Je sais qu'il y en a plein qui utilisent quand même des trucs un peu en boîte noire, tu vois, donc je sais pas. Alors, tu as cette partie-là, effectivement. Par exemple, je parlais d'Abacus, le logiciel d'éléments finis. C'est une boîte noire. Par contre, c'est grandiose. Tu peux faire pas mal de trucs dessus. Oui. Mais la plupart des chercheurs, ils font ce qu'on appelle une VUMAT, en fait. C'est eux, comme ils ont des lois de comportement hyper strictes et vraiment très spécifiques, ils font une sorte de code Fortran à côté qu'ils insèrent dans le code commercial. Okay. Mais cette VUMAT-là, et c'est bien là le problème, c'est qu'elle n'est pas rendue publique. Ouais. Et donc, moi, j'ai vraiment vu l'exemple dans ma thèse. J'ai étudié un modèle d'endommagement qui est, comme je vous l'ai dit, pas simple. Et comme je n'avais pas accès à la VUMAT, que je n'avais pas accès au code, mais j'ai dû reprendre toutes les équations depuis le début. Ouais. Okay. Comme les autres, ils ne peuvent pas le publier, tu es obligé de les refaire pour... C'est ça. Et les doctorants qui avaient pour directeur de thèse la personne qui a la VUMAT, ils avaient tous utilisé ce modèle d'endommagement-là. Sauf qu'en fait, il n'y en a quasiment aucun qui sont rentrés dans les équations, qui l'ont vraiment compris, parce qu'ils ne l'ont pas implémenté. Ils ne sont pas reposé la question, en fait. Voilà. Et moi, tu vois, j'ai trouvé une erreur dans un papier de 2002, par exemple. Et donc là, ça va que le détenteur de... Alors, c'est là où c'est un peu comique, c'est que le détenteur de la VUMAT, c'était aussi mon directeur de thèse, mais je n'avais pas la VUMAT. J'ai eu un pauvre Word avec 4 lignes dessus à un moment. Okay. Et donc heureusement que je lui ai dit, pas heureusement que je lui ai dit, mais c'était chouette de refaire un peu tout ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Puis c'est rigolo, tu vois, de remonter un petit peu loin dans le temps et de reprendre les choses à la base pour ensuite toi pas les mettre à ta sauce, mais du coup les réintégrer dans ton code. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve ça difficile de partir d'un code qui n'est pas à toi. En plus, tout à fait. Je fais du R, donc c'est pas vraiment des trucs hyper compliqués que je fais, mais quand je travaille en collab avec mon laboratoire de thèse et qu'il m'envoie des codes qui sont faits par quelqu'un d'autre, genre une ancienne doctorante ou quoi, quand je récupère les codes, je suis là, je ne comprends pas ce qu'elle a fait. Oui, et puis ça dépend du codeur en plus. S'il note pas trop, si c'est tout compact et qu'on comprend rien, qu'elle explique pas ce qu'elle fait, t'es là, moi je sais pas ce qu'a fait ta fonction, c'est gentil, hein. Super. Puis, alors ça fait un peu nerd, un peu de dire qu'on est numéricien, tu vois, on passe notre journée, ça donne pas envie quand on dit qu'on passe notre journée devant des écrans à coder et tout. Et pourtant c'est vraiment super de ouais, voilà, c'est ça. T'as vraiment un circuit de la récompense qui explose quand tu arrives à faire fonctionner ta simulation. Et ça fait ça, tu fais oui. Déjà si ça marche, du premier coup c'est chouette. Alors si t'as un bon résultat. Et puis moi je compare vraiment les expérimentateurs avec les numériciens parce qu'on fait deux métiers qui sont séparés, mais qui se retrouvent aussi sur pas mal de sujets.
et l'un a besoin de l'autre. L'expérimentateur a besoin du numéricien, comme le numéricien a forcément besoin de l'expérimentateur. Bien sûr, Et il y en a plein dans la bibliographie qui font des modèles qui n'ont pas de sens physique, finalement. Tu vois, ils n'ont pas de sens physique, et puis ils ne se comparent pas forcément avec des expériences. Je trouve ça un peu dommage, ça crée une certaine scission dans le domaine, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir une scission. Finalement, on devrait tous travailler ensemble. C'est censé être complémentaire. Bon, après, ça, c'est vrai à l'échelle de la recherche au global. Si on devrait tous travailler ensemble. Si tu fais un parallèle, typiquement une modélisation qui est une modélisation expérimentale, mais l'étude sur les animaux, des comportements humains, quand tu veux modifier un truc dans le cerveau ou un truc comme ça, tu vas pas le faire chez une personne, tu vas le faire chez un animal. Et il y a très peu de ponts qui sont faits en fait entre la recherche préclinique chez les animaux, qui sont des modélisations des maladies ou des choses comme ça, versus ce qu'on retrouve sur le comportement humain. Alors qu'en fait, à la base, ça sert à ça. Je veux dire, on travaille dans le même camp. On est censé étudier la même chose. Je te rassure, il y a quand même beaucoup de ponts entre expérimentateurs et numériciens dans le monde de la modélisation de fragmentation dans les matériaux, mais toi, c'est vrai que ça a l'air... Ça dépend il y en a plus ou moins, quoi. Ça dépend des labos. Et puis tout le monde peut pas avoir des financements, donc on en revient à la nature même de la recherche, c'est ça. qui est un peu problématique de temps en temps. Mais il y a aussi plein de belles choses, ne restons pas sur cette mauvaise note. Non, bien sûr, c'est hyper comme à chaque fois. C'est hyper enrichissant de travailler avec plein de monde. Et de la même façon que nous, par exemple, en neurosciences, il y en a qui travaillent sur l'efficacité de prédiction du modèle par rapport à ce que tu veux modéliser. Je suppose que dans ton domaine, c'est pareil. Il y en a qui sont plus éloignés de la réalité du phénomène physique, et il y en a qui veulent vraiment coller à la réalité physique et qui essaient vraiment de modéliser vraiment mot à mot presque ce qui se passe. Oui, c'est ça. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un collègue, un pote, qui lui travaillait sur, pareil que moi, en numérique, mais sur les faits micro. Et en fait, on avait exactement nos deux semblables, mais du côté expérimentateur. Donc il y avait beaucoup de monde qui travaillait qui travaillait sur la céramique, sur la fragmentation dynamique, tout ça. Mais on faisait tous un petit morceau de mur chacun, finalement. Et on discutait via les conférences, mais finalement, à chacun son secteur. Et on connaît un peu les gens qui travaillent, à moins que ce soit des gens très, très éloignés et potentiellement dans notre pays. Mais sinon, tu vois, en France, on se connaît un peu tous. À Limoges, sans surprise, c'est là-bas qu'ils font le plus d'expérience sur la céramique. Ah bon Ils sont super forts. Non, c'est vrai, ils sont super forts. Et puis, nous, à Bordeaux, on fait beaucoup de numérique. On travaille avec le CEA. J'ai pas mal de copains qui faisaient la même chose que moi, mais des expériences. Enfin, plutôt, disons que je les ai copiées. Mais à Grenoble, sur d'autres types de céramique. C'est hyper vaste et en même temps, on se connaît tous. Ouais, ça c'est sûr. Et on est tous complémentaires, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc, je pense qu'on a fait un bon tour de la thèse. Peut-être un point résultat pour qu'est-ce qui a vraiment marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je pense qu'on en a parlé. Après, on en a parlé, mais on peut revenir dessus. Une petite conclusion de qu'est-ce que... Bon, même si du coup, tu as remis en question ce que tu avais dit à ta thèse. Mais... Alors, pour conclure... modéliser des phénomènes dynamiques de fragmentation, c'est vraiment compliqué, surtout avec, et peu importe la méthode finalement, que ce soit, c'est d'autres complexités différentes, mais peu importe la méthode, et ça s'est bien passé, donc j'ai eu quand même ma thèse déjà, ça c'est chouette. Mais heureusement, c'est pas le résultat qui compte dans la thèse. Voilà, ça reste une formation. Non, mais il y a eu j'y suis arrivé à coller les signaux expérimentaux. Alors, il y a peut-être un truc, c'est peut-être un peu trop technique pour qu'on en parle, mais disons que la résistance du matériau, elle augmente avec l'intensité du chargement. C'est là où, c'est-à-dire que si on fait un chargement à basse vitesse qui va induire une petite onde de contrainte, ça va se casser à tel niveau. Mais si tu augmentes le chargement, donc tu augmentes la vitesse du projectile qui va impacter la céramique, et la contrainte à rupture va être plus élevée. Qui est assez contre-intuitif. C'est hyper contre-intuitif. Et donc ça, il faut le prendre en compte dans le modèle d'endommagement. C'est là où résidait la plupart de la complexité. Mais finalement, ça se passe bien. J'arrive à bien modéliser les signaux expérimentaux, à avoir cet effet que je viens de vous raconter. Pas à la perfection, mais quasiment. Mais je suis resté que sur 5 essais, techniquement, pendant 80% de ma thèse. J'ai fait un peu d'expérimental,
j'ai fait les expériences dont je vous parlais, j'ai essayé de les modéliser. Ouais, celles que tu as fait à Grenoble, là. Voilà, c'est ça. Ça marchait un peu moins bien, mais il y avait un début. Donc finalement, la conclusion de ma thèse, c'est tenez, voilà le bébé, ça marche. Ouais. Voilà, ça c'est le bout de code. Il reste ça à faire. Bon, il s'avère que le bout de code, c'est moi qui l'ai récupéré. Ouais. Et là, j'ai trouvé des erreurs il y a quelques mois, mais voilà, ça fonctionne très bien. L'ADEME, c'est super chouette. Parce que même en n'étant plus au sein du labo, enfin, tu es plus dans ton labo, tu es retourné du coup après. Retourné, ouais. Donc c'est ça la suite de l'histoire, parce que le code, il t'appartient pas. Il appartient à... Enfin, même si les books, ils sont à toi... il y a une licence sur le code, mais il est open source, mais il y a quand même une licence. Donc, voilà, ce qui en protège, ça protège un peu les gens qui ont fait le code. Ouais, voilà. Mais effectivement, la vue maths, ça s'appelle pas comme ça, mais le code moi que j'ai avec ma loi d'endommagement, enfin la loi d'endommagement que j'ai pompée ailleurs, mais que j'ai refaite, il y a que moi qui l'ai. À la limite, il y a le labo et le CEA, mais c'est moi qui l'ai et je pourrais la refaire. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant dans la recherche par rapport. Alors là, on dévie un peu, mais rapidement. Ce qui est hyper intéressant dans la recherche, c'est qu'on fait des choses pour soi. En fait, on alimente sa boîte crânienne avec énormément de méthodes, de manières de penser et de réflexion. Et donc finalement, elle m'appartient un peu, ce bout de code, puisque je pourrais la refaire. Alors c'est compliqué, mais je pourrais la refaire. Ça c'est sûr. Et du coup, tu as soutenu en décembre 2023. Ça s'est passé comment ? Super bien. Super bien. Alors ça a été, comme je vous l'ai dit, ça a été un peu short parce que j'ai terminé le contrat le 31 septembre 2023. Ouais, c'est un classique. J'ai eu un mois de rab sans être payé. Enfin, j'allais au labo tous les jours pour finir mon manuscrit. Le 28 octobre, j'ai rendu mon manuscrit. Ouais, ça c'est normal, 6 semaines avant là. Voilà. Et le 31 octobre, j'embauchais dans une autre entreprise. Oups. On va en parler. Donc la préparation de la soutenance était étendue. C'était entre midi et 2, tous les soirs. J'allais le dimanche chez mon directeur de thèse qui a été extraordinaire de m'accueillir et de me suivre à ce moment-là. Trop bien. Et j'ai soutenu le 20 décembre, juste avant les vacances, c'était parfait. Et ça a été très très chouette. Il y a eu beaucoup de familles, beaucoup de potes, beaucoup de membres du laboratoire parce qu'on était nombreux et on a une belle communauté là-bas. Et le pot de thèse était fabuleux aussi. Ça marche, important. Ouais. C'était post-Covid, c'était un peu chaud. Mais ça c'est dommage. compliqué. On n'a pas pu le faire dans le labo, on n'a pas pu le faire nul. Nul. Ouais, puis ça laisse un petit goût de pas fini finalement. Ouais, ça se fait pas. Enfin, c'était bien quand même, mais c'était pas. Il y avait pas ce côté hyper mélange. J'ai pleuré moi, donc. Bah, oui, c'est vrai. Je crois que ma fiancée, dès le début, elle a pleuré, je crois. C'est compliqué de rester stoïque. Et puis c'est hyper rigoureux, c'est très cérémonieux, donc ça apporte quelque chose dans un amphithéâtre. Voilà. Ça te met la pression. T'as le président du jury, t'as un jury, ils se présentent tous en un. Il y a un vrai code. C'est clair. Et du coup, on peut peut-être parler rapidement de ce qui a suivi. Donc ça veut dire que tu as trouvé du boulot avant même de finir ta thèse, a priori. Quand j'étais à Grenoble, j'ai commencé à prospecter. J'ai eu des entretiens et alors j'ai forcément mis à jour mon CV sur APEC. J'ai été harcelé par les boîtes de conseil. Évidemment. Je pense que ça arrivait à beaucoup de monde. Ah bah oui, j'ai même fini dans l'une d'entre elles. Donc, tu vois. Moi j'avais cette barrière-là, j'avais un peu pas forcément l'envie de bosser pour une boîte de conseil. Ah bah je comprends tout à fait. C'est pas une boîte de conseil, c'est vraiment une boîte de presta. Et je respecte absolument tous ceux qui sont dans une boîte de presta parce que soit ils aiment pas, mais des fois certains n'ont pas le choix finalement. Et il y a des entreprises qui les traitent pas forcément bien ces prestats et vraiment à tort parce que déjà c'est des ingénieurs qualifiés. C'est un boulot très difficile sur plein d'aspects. Tu peux être très mal placé. Souvent c'est quelqu'un d'autre qui choisit ta mission pour toi. Mais voilà. Donc il ne connaît pas vraiment trop ton métier, il connaît pas trop non plus ce que fait la boîte dans laquelle il va te mettre dedans. Et du coup, ça peut fait juste sa commission, quoi. Donc il y a des très bonnes boîtes de conseil où tu es très bien accueilli et d'autres où j'ai beaucoup d'amis également qui sont allés dans ce milieu et où la plupart ont changé complètement de voie tellement ils étaient dégoûtés du milieu, quoi. Donc je connais une histoire d'un mec qui a attendu 10 ans en prestat chez Dassault. Et pour avoir une ouverture de poste qu'il n'a jamais eu finalement. C'est terrible, ils font miroiter des choses. Enfin bref, ça, après c'est un autre débat, mais
Soyez honnête envers vos ingénieurs Ce serait bien. qui sont tout frais, quoi. Du coup, t'as employé chez qui? Chez Roxel, c'est Ok. une entreprise de la défense qui travaille, alors aujourd'hui qui est une filiale de MBDA. Ça doit peut-être vous parler. C'est vraiment, ça fait des missiles. Ils font des missiles, des propulseurs à Roxel, mais Ok. MBDA fait des missiles. Ok. Et j'ai été embauché en tant qu'ingénieur R&D. Mhm. Donc pour l'instant, jusque-là, ça va, ça se passe bien. Il y a eu une réorganisation un mois après mon arrivée, et je me suis retrouvé dans la partie bureau d'études. Ouais. Et moi, je ne suis pas fait pour ça. Enfin, ça ne me plaît pas du tout, le bureau d'études. Je n'ai pas du tout trouvé ça assez stimulant. C'est quoi, ça consiste en quoi à peu près? T'as un propulseur, il faut le tester numériquement avec des simulations pour qu'il passe certaines étapes, un peu comme avant de le mettre sur le marché finalement. Ouais, Ouais. C'est comme tous les produits, quoi. Et moi, ça m'a pas plu. Alors, il y a un autre docteur qui est là-bas et lui, ça lui plaît. Et franchement, super, tant mieux pour lui. L'ambiance était très chouette. Je suis pas parti à cause de l'ambiance, mais vraiment à cause du fait que ça m'intéressait pas. Ouais, t'étais pas dans la recherche de comment je peux créer des trucs. T'es plus dans le je teste pour voir si ça marche. Ouais, pas. et puis t'as pas forcément le temps en bureau d'études, tu vois, de tester une nouvelle méthode ou même juste de manière de montrer quelque chose. Il faut que ce soit assez rapide. Ouais, donc tu utilises la même méthode que d'habitude et on s'embête pas avec ça. Et puis à côté de ça, il y a aussi des gens qui t'expliquent ton travail sans faire ton travail. Alors, c'est peut-être commun à toutes les entreprises, mais moi, ça m'a un peu rebuté à repartir dans l'entreprise un jour ou l'autre. J'ai eu d'excellentes expériences. Il y a des gens qui étaient super là-bas et d'autres un peu moins. Bien sûr. Donc, résultat assez mitigé. Donc, je suis parti. Alors, c'est le jour où quelqu'un m'a dit on veut être précis, mais on ne peut pas faire de la science. J'ai dit très bien. Très bien, je m'en ne vais. suis pas au bon endroit. Et j'ai discuté avec mon ancien directeur de thèse qui avait un poste à pourvoir en tant qu'ingénieur de recherche. Donc ingénieur de recherche simili-postdoc. Et je travaille sur l'ADEME toujours, avec, donc sur les céramiques, mais aussi un peu sur les composites. Et voilà. Et je travaille au laboratoire à l'I2M, du coup à Bordeaux. Donc tu es revenu au point de départ pour... Le saumon qui retrouve sa source. Exactement. Là où tu es né. Tu es revenu là où tu es né, en fait. Voilà, c'est ça. Tu as dû renoncer, j'imagine, à un aspect pécunier assez élevé, en passant de secteur privé à revenir au public. Sans blague. Ça n'a pas dû être un choix facile à faire. Oui, après, c'est ma fiancée qui m'a vachement aidé là-dessus. Parce que moi, j'allais mal. En plus, j'ai eu... alors, c'est pas vraiment un burn-out, c'est pas vraiment une dépression, mais c'est un syndrome. J'ai eu le syndrome de post-thèse, où tu cravaches pendant 6 mois, mais à faire des horaires de dingue, sans vacances et tout, et puis d'un coup, c'est le vide, et en fait, t'as plein de temps, et tu sais pas quoi faire. Et c'est ça, ouais. J'allais plus au sport, j'ai un peu vrillé. Et heureusement que... donc là, c'est un contrat de 3 ans que j'ai aujourd'hui. On voulait partir de Bordeaux avec ma fiancée, elle m'a dit, écoute, là, il faut que... tu vas pas bien, il faut que tu ailles mieux. Écoute, prends ce poste à l'I2M. On verra plus tard, mais voilà. Donc elle a été super là-dessus. Puis disons qu'elle m'a quand même soutenu et subi, la pauvre, pendant les 6 mois de rédaction, plus le stress après. Enfin, la non-envie, un peu la morosité qui a suivi, on n'en parle pas assez et c'est vraiment dur. Alors certains l'ont pas, beaucoup l'ont pas, et certains l'ont. C'est ça, ça dépend vachement de quelles sont tes activités derrière, quoi. Mais, moi, je l'ai eu beaucoup parce que je suis restée dans mon labo de thèse pendant 1 an et demi après. Ah ouais, et donc, du coup, tu étais toujours en boucle, c'est ça? Je voulais plus travailler sur ma thèse, j'avais plus envie de... De toute façon, les trucs n'étaient pas finis, je ne pouvais pas les finir de suite, donc il fallait qu'on attende. Donc ils m'ont mis sur d'autres projets qui ne m'intéressaient pas trop, et j'étais genre pas assez stimulée parce que j'étais plus dans la mise en place de projets. J'avais l'impression de faire un métier de plus de... pas de technicien, mais d'ingénieur, et ça ne m'intéressait pas. Plus d'ingénieur d'études et mettre en place des projets, etc. J'étais pas dans la réflexion ni rien. Donc ça me plaisait pas trop. Et le fait d'être toujours dans la même chose, genre d'être en boucle sur des trucs là, avec les mêmes personnes. Ouais, j'en pouvais plus. Et du coup, quand t'es parti, ça s'est un peu ah ouais, de ouf. Ça s'est évanoui. Quand j'ai eu la réponse de Lausanne et qu'il m'a fait faire l'entretien et qu'après il m'a dit on te prend, t'es là, what? Je viens. Super. Quoi, je dois être en Suisse dans 1 mois, mais j'y suis, y a pas de problème, je me démerde. Et puis, alors, je sais pas pour toi, mais il y a certaines entreprises et même certains milieux qui valorisent pas la thèse. Et toi, quand tu as passé 3 ans sur ton truc, où c'est normal d'être un peu fier d'avoir soutenu, tu as quand même fait quelque chose que
pas beaucoup de monde qui le fait, quoi. Et moi, je me souviens d'une phrase qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Roxel, c'est « tu verras, ta thèse, ça servira à rien ». Je crois que ça devait être le 3e jour, quelque chose comme ça. Et la phrase que tu n'avais pas envie d'entendre. Ouais, voilà. Et tu as besoin d'une certaine reconnaissance quand même. On en a tous besoin, ça c'est hyper gratifiant quand tu te fais prendre à Lausanne parce que finalement, tu es docteur, bravo. Tu vois, il y a une vraie récompense à la clé. Ça peut être pécunier, ça peut être le choix du travail, tu vois. L'avantage, c'est que c'était et de la recherche publique et pécunier. C'est et beau, puis la Suisse. En France ou en Suisse. Non, j'habite en Suisse, donc c'est un peu moins dépensé, pécunier. C'est un peu moins pécunier que ce que ça C'était pour se faire l'expérience totale, quoi. Autant passer du temps en Suisse. Non, j'étais pas à l'EPFL parce que je suis pas restée en neurosciences, je suis allée en psycho. Et donc, du coup, j'étais à l'UNIL. D'accord. Université de Lausanne classique. D'accord, ok. Ok, donc là, tu en as pour 3 ans de contrat. 2 ans et demi. Ok. Ouais. Et puis, finalement, alors, on ne sait pas si on partira ou pas, mais je ne saurais même pas vous exprimer à quel point je suis content de ce que je fais aujourd'hui. C'est tous les jours, je vais au travail avec le sourire. Enfin, c'est vraiment une chance. Et essayez tous d'avoir cette... essayez, parce que c'est compliqué, tu vois, mais c'est tellement bien d'aller au travail en sachant que ça va être une bonne journée, que tu as des collègues sympas et qu'il y a une bonne ambiance et surtout une stimulation. Je suis ravi de ce que je fais aujourd'hui. Et donc, c'est pas un contrat. Il y en a qui ont besoin de stabilité, d'un CDI, tout machin. Ouais, moi, ça me fait horreur. Ouais, pareil. Voilà, on en a parlé. Mais c'est vraiment super de travailler, quoi. Même si, tu vois, alors je suis un peu rebuté à retravailler un peu sur ma thèse, mais bon, il faut quand même faire des papiers. Bien sûr. Puis je reçois des mails, donc merde. Ça arrive, c'est Tout normal. ne peut pas être parfait. C'est normal, moi je suis en train de publier. Il m'en reste 3 à publier sur ma thèse. Je suis en train d'en faire moi, le premier sur les 3. Et voilà. Et j'ai refait les analyses. J'ai mis du temps avant de m'y remettre. Et je m'y suis mise là cet été. Et réécrire. Et en vrai, là, j'ai pas encore commencé à réécrire. J'ai refait les analyses. Parce qu'en fait, du coup, je savais que les analyses que j'avais faites, c'était pas les bonnes analyses, mais on savait pas les faire. J'ai fait une formation depuis sur comment faire les analyses correctement. Du coup, je les ai refaites cet été. Et en fait, me replonger dans les analyses et avoir des vraies analyses, enfin, savoir que je fais les bonnes analyses, etc., ça m'a restimulé dans le fait de faire ce truc-là. Là où j'en avais marre de le faire avant. Ouais, je comprends. Donc, bon, c'est chouette en soi. Voilà. Après, je suis partie du principe que comme ma thèse, elle était sur article et que les articles sont déjà dans la thèse, je ne vais pas retoucher à l'intro et objectif, hypothèse normale. Donc ça, c'est déjà écrit. La méthode, je vais changer les trucs que j'ai changés. Et il n'y a que résultat et discussion à changer en vrai. Donc, et déjà pseudo-écrit mon article. Voilà, et puis après, tu fais 1 x 2 pour à peu près avoir la bonne quantité de travail. Parce qu'il y a toujours des trucs à refaire, quoi. Toujours. En tout cas, pour répondre à ta question, à ton questionnement, Loïc, l'aspect pécunier n'a pas primé. Alors, j'ai perdu, certes, mais j'ai gagné. Tu vois, je suis à 15 minutes de mon travail. J'ai vraiment gagné en cadre de vie. En qualité de vie, ouais. Et c'est plus important, je pense, de vivre tous les jours bien, plutôt que de se morfondre et de gagner un peu d'argent pour partir 3-4 jours en semaine en vacances par mois, quoi. À chacun son truc. C'est ça. Chacun trouve son format. Je tendance à croire que l'argent ne rattrapera pas le fait d'être malheureux et à quel stade tu peux tomber. Enfin, si tu es vraiment mal dans ton boulot, il n'y a pas aucun salaire qui rattrapera ça. Aucun salaire, je sais pas. La question se pose. Non, ça va, je rigole. Et les avantages, hein, c'est quelque chose. Ouais, c'est comme ça qu'ils nous ont tous. Hein. C'est exactement ça. Il y a un dernier point que je voulais discuter avec toi. Si t'as pas envie de t'en parler, tu me dis. Mais c'est sur le côté militaire, armée et armement. Parce que du coup, on a beaucoup parlé de ça sert au blindage. T'as bossé pour une boîte qui fabrique des missiles. Comment te situes, toi, par rapport à ça? Parce que c'est un secteur très particulier. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient pas bosser pour ce secteur-là, d'autres qui adoreraient, donc c'est vraiment un truc qui est très particulier. Comment tu te situes, toi, vis-à-vis de ça? Alors ouais, c'est assez controversé, surtout avec ce qui se passe actuellement, quoi. Sachant que voilà, la France est on est des vendeurs d'armes. Voilà, on est des vendeurs d'armes. Alors moi j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui est militaire. Je voulais être militaire depuis tout petit. Je suis allé au lycée militaire. Enfin, j'ai toujours aimé ça. Pourtant j'ai pas de militaire dans ma famille. Je suis vite redescendu lorsque en master j'ai fait un entretien avec un lieutenant qui était très gentil, mais à la fin de ces 2 heures c'était bon bah super, tu vas avoir un master, tu pourras rentrer officier, mais tu pourras oublier tout ce que tu as appris. Premier couac. Donc j'y suis pas allé, je suis allé en thèse. Et puis après, effectivement, je voulais bosser pour l'armée, pour la DGA, pour
MBDA, Dassault, tous ces grands groupes qui ont plein d'argent, qui font plein de recherches. Et j'ai été un peu déçu parce que, alors oui, il y a de l'argent, déjà ça va pas forcément dans ta poche, loin de là. Oui, ça on en doute pas. Et puis on dit que les militaires, ils ont toujours une technologie d'avance sur les civils. Alors, honnêtement, j'ai vu des trucs, c'est l'inverse. Hein. Ok. Donc c'est plutôt la recherche qui a 20 ans d'avance sur le reste. Et j'ai pas fait des trucs qui... tu vois, j'ai bossé pour le CEVA et tout, mais j'ai pas fait des trucs qui ont tué des gens. Alors bon, ça c'est un peu la phrase pour se rassurer déjà. Ouais. Forcément, hein, quand on peut dire oui, mais t'as participé. Alors ouais, tu participes, mais ça m'attirait en quelque sorte. Alors pas du tout le côté destructeur, voilà. On se doute que c'est pas... C'est pas du tout ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les technologies derrière et le fait qu'il y ait de l'argent. Puis en plus, il y a un truc très simple, hein, c'est que la fragmentation dynamique de céramique ou assimilée, ça se retrouve pas n'importe où, quoi. Les chargements dynamiques, il n'y a que dans un secteur qu'on l'utilise, c'est l'armement. Ouais. C'est pas les mecs de Limoges qui font des assiettes qui se balancent des lasers dessus. Qui vont balancer des lasers dessus, quoi. Alors après, ça touche à l'espace. Donc il y a l'ESA, il y a la NASA, il y a d'autres trucs. Mais c'est moins accessible quand même que les petites entreprises de la défense. Et encore, je parle des petites, mais il y a les grosses entreprises où c'est aussi plus simple que de rentrer chez l'ESA. Et puis il y a Ariane, par exemple, à Bordeaux. Ouais. Mais encore une fois, Ariane ne fait pas que du civil. Hein, comme Dassault, Airbus font pas que du civil. Ouais. Quand tu fais des moteurs, en général, c'est pas que pour des avions, des turbines. Voilà, c'est ça. Donc moi, dans mon expertise, donc, de ce que je sais faire, ça va rarement pour le civil. Mais finalement, tu vois, je fais de la recherche publique et puis j'enseigne à des étudiants civils, quoi. Donc donc je retrouve ma voie et puis c'est vrai qu'il y a une petite sérénité qui est apportée en plus que de se dire peut-être que je fais des trucs qui sont pas super. C'est sûr que ça peut contribuer au fait que ça se passait pas hyper bien aussi. Quoi. Et puis il y a un truc, c'est très. Alors je pense qu'il faut le dire parce qu'on n'en parle pas, mais c'est très blanc, cisgenre, très très peu diversifié dans les entreprises de la défense, puisqu'il faut que tu sois français, faut que techniquement il faut que tu aies une bonne tronche, et même si ça se dit pas, tu vois, mais ça... il y a un moule, on s'en doute tous, quoi. Et ça me peinait un peu, tu vois, aussi. De dire, putain, j'étais à la fac, j'ai vu plein de monde. La fac, c'est tellement... Les labos, c'est multinational. Il y a vraiment tellement de nationalités dans chaque labo que tu saurais même pas dire. Des Italiens, des Chinois, des Indiens, plein de monde. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de labos dans le monde qui travaillent sur ton sujet qu'en fait ils sont un peu dispatchés partout et tu connais un peu tout le monde et on s'envoie la balle, on s'envoie les post-docs, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est sûr qu'entre la fac de Gaucho et l'entreprise militaire 100% à droite, c'est 100% à droite, tu vois. Et moi ça va pas forcément avec mes valeurs d'aujourd'hui. J'avais pas. Il y a aussi un truc qui m'a fait réaliser qu'il fallait que je parte. C'est une super personne qui travaille là-bas, qui est vraiment géniale, très bonne dans son domaine, qui s'appelait Jérôme, qui est super chouette, super marrant. Et tu sens qu'il est là, mais il aurait très bien pu faire une thèse, être prof, tu vois. Il donne des cours d'ailleurs. Il est vraiment super. Et il y a plein de fois, il me faisait ressentir le fait qu'il s'ennuyait un peu, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie de... dans 15-20 ans, de me réveiller, de me dire à la fin de ma vie, ah super, j'ai un SUV, j'ai un chien, j'ai une maison, une femme, des enfants. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? J'ai construit des propulseurs, ou même des missiles, ou même des armes, tu vois, qui sont utilisées à l'autre bout du monde. Pour tuer des civils. Alors on espère que la France elle fait le bon choix parfois, mais c'est un peu emmerdant de se dire ça. Enfin, la conclusion de ta vie, c'est ça, quoi. C'est un peu chiant, tu vois. Alors certains peuvent s'y épanouir, mais moi je préfère carrément donner des cours, tu vois. On est allés tous les trois à la fac. On a eu des profs qui sont passionnants et passionnés, et j'ai envie d'être ce prof-là. C'est sûr, Je comprends, moi aussi. Je suis la prof folle avec des diapos, avec plein de couleurs, et qui est là genre, alors mais vous comprenez, c'est super, parce qu'en fait, ça fait ça. C'est trivial. Non, c'est pas trivial. Voilà, moi j'adore. Bon, mais trop cool. Je pense que c'était une bonne discussion. Ouais. Ce qui me fait poser une question, pendant ta thèse, est-ce que tu as donné des cours ? Ouais. C'était genre un... DTP. Ouais, DTP. C'était un contrat...
les contrats dans les trucs de cumul doctorants. Non, c'était un cumul d'emploi. J'ai eu de la chance vacation, là-dessus. quoi. Ouais. Une vacation. Et là, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi des vacations. Ouais. On est sur le même format, moi aussi, j'aime bien les vacations. Ouais, c'est l'argent en plus. Moi, Et c'est puis- pas tellement ça, c'est le côté tu choisis les cours que tu donnes. Ouais, et puis, tu as moins d'heures finalement. C'est aussi ça qui est intéressant. Tu choisis tes cours, tu as moins d'heures. Et ce qui est aussi sympa de pas préparer ses cours le soir, mais quand tu es au labo. Tu Ouais, ça oui, évidemment. vois. On va s'arrêter là, je pense. Ouais. Ça fait quand même 1h20 qu'on parle déjà. Ouais, j'ai une dernière question. C'est quoi la suite? Est-ce que tu veux rester dans la recherche? A priori, oui. Est-ce que tu as prévu d'être chercheur, de passer les concours, ou est-ce que tu veux rester sur un format ingénieur de recherche, ça te va? Alors, je me suis beaucoup posé la question pour devenir maître de conférence. Ouais. Et c'est vraiment ingrat, je trouve, actuellement. Alors, pour prendre le plus évident, tu es mal payé. Ensuite, il y a un truc, tu vois, j'ai 27 ans, on va sûrement habiter ailleurs avec ma fiancée. Et lorsque tu es MCF dans un laboratoire, pour aller dans un autre laboratoire, il faut juste que tu démissionnes et que tu repasses les concours. Ouais. Et puis, ça ne me Horrible. donne pas trop envie. Tu as 192 ou 198 heures de cours par an. 492, je crois. Et moi, je préfère, comme tu l'as dit, choisir mes cours, quitte à pas en donner beaucoup. Et on verra, peut-être qu'en fin de carrière, je donnerai plus de cours. Je me suis fermé des portes aussi, parce que, par exemple, j'aurais bien aimé être chargé CNRS, chargé de recherche CNRS, mais c'est totalement inatteignable pour moi. Enfin, je n'ai pas du tout la tête assez bien faite pour ça. Mais non, du coup, la suite, ça va être, pour l'instant, ingénieur de recherche. J'ai un peu peur encore du CDI. Mais on verra. Peut-être que j'irai dans un autre labo. Je pense que c'est bien aussi de voir d'autres personnes, d'autres méthodes. C'est sûr. Et si jamais c'est possible, et ça serait un peu mon rêve, mais d'aller à l'étranger. Faire 1 an ou 2 de postdoc. J'ai le Canada, les États-Unis. Alors, les États-Unis, bon. Ouais. Mais le Canada, l'Australie. Les États-Unis vont être rayés de la carte dans pas trop longtemps. Donc ouais, voilà. Enfin, le Canada, le 51e État. ouais, voilà, c'est celui qui va se faire Exactement. invaginer par le Canada. Donc, voilà la suite. Une suite un peu en saut de puce. Ouais, Où, en fait, je me prends pas la tête. J'ai pas du tout envie de... Alors, je suis un peu dans le système actuel, mais j'ai pas trop envie de m'y impliquer 100% de mon temps non plus. J'ai envie d'être light, j'ai envie de profiter, tu vois, de partir en vacances quand je peux. De garder cette bonne humeur que j'adore pour aller au travail tous les jours, garder mes collègues. Tu vois, je suis bien, vraiment, je suis posé et bien, et je souhaite ça à tout le monde, quoi. D'aller en congrès, de faire des petits colloques où tu rencontres des gens. Je et vais t'es pas là. assez en colloque. J'ai un copain qui est au Japon, là. Il a bien de la chance. Ça, c'est super. Alors, les colloques, c'est trop bien. On va se faire des petites recommandations quand même. Ouais. J'y vais en premier, parce que Vas-y. moi j'ai un petit laïus d'abord à faire. Parce que je sais pas exactement quand sort cet épisode, mais dans un des précédents, j'avais parlé de Secret Level, qui est une série sur Prime. Et j'étais au milieu et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai fini, j'ai trouvé ça vraiment moins bien sur la suite. Donc je vous conseille que la première partie. J'ai pas envie de vous avoir enfermé dans un bourbier et en même temps je vous préviens trop tard. Donc je pense que parce que je pense qu'il y a trop d'écart entre les deux. Il y a 3 mois, je crois, entre les deux. Donc désolé si vous êtes allé à cause de moi. Il y avait quand même des épisodes super au début. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur ça. À part ça, on a perdu David Lynch récemment. Je connaissais pas trop cet artiste, j'avais juste vu Dune de lui parce que je suis un grand fan de SF et j'avais pas trop aimé Dune. En tout cas, j'avais pas aimé sa vision et je pense que de toute façon, faire la trilogie de livres en 1h30, c'était une mission impossible. Du coup, j'ai quand même voulu me pencher sur son œuvre et on est parti de Mulholland Drive et c'est fantastique. Je ne peux que le recommander. J'ai trouvé ça incroyable, vraiment. Onirique et en même temps trop marrant, trop malaisant. Chaque scène, c'est une aventure en fait, et tu sais pas où tu vas aller. Et au global, y en a qui diront qu'il va un peu dans tous les sens et qu'on comprend pas grand chose, mais moi je suis pas trop d'accord. Moi j'aime bien les films comme ça aussi qui sont pas très précis dans leurs propos et qui sont aussi source d'interprétation. Je trouve que c'est un classique. Voilà. J'ai adoré, je ne peux que vous le recommander. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu et que j'arrive un peu tard, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir Mulholland Drive de David Lynch. Et probablement le reste de son œuvre. Peut-être que Dune, c'était juste une exception. En même temps, ça fait très film de commande, adaptation, donc c'est possible que ce soit moins lui que ses autres œuvres. Donc voilà, je recommande ça. Ok. Tu veux y aller ou j'y vais? Ouais, je peux y aller.
Vas-y. Moi aussi, je suis un bon fan de science-fiction et du coup, je vais vous recommander à vous et aussi à toi, Loïc, Titan After Earth. Je ne sais pas si tu connais. C'est un dessin animé qui a été fait par un studio un peu nébuleux qui a été absorbé par Disney après. Ok. Comme beaucoup de studios. Voilà, en 2000. Donc Ok. et il a fait un énorme flop. Donc très très peu de gens connaissent Titan After Earth, Mhm. mais c'est vraiment super. Allez le voir. Ça parle de planètes, d'astres. Ça ressemble un peu à la planète au trésor. Ok, Ok. ouais. Ça ressemble un petit peu à ça. Que C'est j'aime pareil, beaucoup, ouais. un jeune qui a perdu son père et qui va retrouver une partie. Enfin bref, allez le voir, c'est chouette. J'ai une reco musique. Vas-y. Je suis un très grand fan d'Oxmo Puccino. Ok. Pour ceux qui connaissent, il y a les anciens albums, mais il y a aussi un album qui doit avoir quelques années, je pense pas plus de 2-3. Ok. Checker avec Oxmo Puccino, c'est vraiment génial. Il a dit plein de phrases top, Ouais, c'est sûr. comme le coffre-fort ne suivra jamais le corbillard. Voilà, il a plein une philosophie de vie qui est assez chouette. Et puis, je crois que j'ai deux très rapides. Ouais, vas-y. Mais... La première, c'est une reco YouTube Fulloscopy. Ah, Alors, tu connais? oui. Je crois qu'on l'a déjà recommandé. Ouais, mais tu peux y aller. Bon, il a ressorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur les mouvements de foule. Ouais. Et puis, il a fait plein de trucs, ce chercheur. Il est très chouette, il explique bien, vulgarise correctement. Tout à fait. C'est bien animé. Allez le voir, vous passerez que du bon temps et en plus vous apprendrez des trucs. Ouais. C'est clair. pas un sujet auquel on est confronté tout le temps. Enfin, on est confronté dans son quotidien sans s'en rendre compte, mais c'est vrai qu'on n'entend jamais personne en parler ou l'analyser. Enfin, c'est pas un domaine de recherche très accessible. Mais au par public. contre, ce qui est super, c'est qu'il fait participer sa communauté Oui. à ces Oui, expérimentations. il fait des expériences Et irréelles. tu peux, il a un site internet sur lequel tu peux faire des tests. Et après, sur les trucs grandeur nature qu'il fait, tu peux aussi t'inscrire pour y participer. Et ça, j'aimerais trop le faire. Il est à Paris, je crois, donc tu Ouais. pourrais. Et puis, dernière reco, allez voir mon site web. J'ai un petit site web, c'est vraiment rien de sensationnel, mais que j'ai fait moi-même et ça parle de mon parcours. Et il y a une banque d'images avec les sujets sur lesquels je travaille actuellement. Donc, si vous voulez collaborer ou même vous intéresser un peu à ce que je fais et ce que fait le laboratoire, foncez. C'est Luc Brémaud, GitHub. On le mettra en je le lien. mettrai, de toute façon, je mets tout dans la description, toutes les recommandations. Ah, c'est cool, merci. Avec plaisir. Et moi, j'étais partie sur une reco aussi YouTube. Je vais recommander la chaîne de Science Étonnante, qui c'est un chercheur, il me semble, qui, pour le coup, moi, j'y connais de base pas grand-chose en maths et en physique, parce que mes derniers cours de physique, c'était en licence 1, donc autant te dire que, voilà. J'étais forte en licence 1, mais ça s'est arrêté très vite. Mais dis juste que tu es une biologiste. Je pense voilà, les gens savent que je suis une biologiste. Mais du coup, c'est bien parce qu'il explique bien. Et ça te permet de comprendre des trucs de physique, même des trucs, quels que soient les domaines, en fait, parce qu'il fait de la physique quantique à la mécanique, à n'importe quoi. Il t'explique un peu tous les phénomènes. Et puis, il fait aussi des choses très proches de nous, comme peut-être que tu as vu la vidéo sur l'électricité, il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai vu ça et j'avais beaucoup aimé. Moi, j'étais rentrée par les biais cognitifs, parce qu'il avait fait une série biais cognitifs, et c'est par là que j'étais rentrée à la base. Et après, j'en ai vu plein des vidéos de lui, et je trouve vraiment qu'il explique très bien. Ouais, c'est vrai. Vraiment très sympa. Je ne sais plus son nom, mais très très bonne personne. Mais oui, j'ai plus son nom. J'ai très envie de le rencontrer en vrai. Il a l'air passionnant. Ouais, il y a plein de youtubeurs comme ça que j'aimerais bien rencontrer. Les vulgas, c'est vraiment top. Voilà, on a fait le tour. Trop bien. C'était un super épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 1000 étoiles à l'épisode. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram où on met plein de stories. Vous pouvez nous contacter si vous voulez passer ou si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par venir discuter avec nous. Ce sera avec plaisir. On a un Patreon qui a ouvert très récemment. N'hésitez pas à venir faire un petit don pour nous aider à interviewer des gens partout en France. Et en à Europe, renouveler le matériel. Un jour. Et éventuellement renouveler le matériel parce qu'il finira par nous lâcher. Et ça va être vraiment le malaise. Ça va arriver, c'est ça, surprise, c'est arrivé en fait si ça marche pas. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a plein de modalités, différentes sommes que vous pouvez mettre. Ça peut être tout petit, ça peut être arrêté quand vous voulez. 3, 5, 10. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis voilà, puis on se retrouve dans le prochain épisode. Ouais. À la prochaine. Bientôt. Salut. À bientôt, merci.